Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont compris que d'avoir une très grande force aérienne va être une composante déterminante sur l'évolution du conflit. Bien sûr, Hurricane et Spitfire sont déjà présents sur le front, et de gros efforts industriels sont faits pour que la production de ces appareils soit la plus élevée possible. Mais cela pourrait bien s'avérer insuffisant. Évidemment, tous les pays alliés sont eux aussi en guerre et partagent donc les mêmes problèmes. Seuls les Américains pourraient potentiellement dégager quelques appareils de combat de leur propre production pour subvenir aux besoins britanniques. Le gouvernement US a d'ailleurs mis en place une politique d'aide et se montre d'accord de fournir des avions de guerre, mais pas n'importe lesquels. Pour les avions de chasse, c'est soit le P-40 de Curtiss, soit le P-39 de Bell. Les Britanniques se rabattent sur le P-40, qui leur semble être l'appareil le plus homogène des deux. Mais Curtiss prévoit des livraisons au compte-gouttes, leurs moyens de production n'étant pas à la hauteur. Les Britanniques ont désespérément besoin de ces avions. Alors, dès le début de l'année 1940, ils se rapprochent de la société North American. Basée à Inglewood en Californie, c'est une structure relativement modeste à l'époque, créée par d'anciens de chez Douglas, mais elle a la confiance des Anglais. En effet, North American fournit déjà à la Royal Air Force des AT-6 Texans depuis la fin des années 30. Un appareil d'entraînement de qualité, et ce, dans les délais et les quantités demandées. L'idée est de convaincre la direction de North American de produire sous licence ces fameux P-40 pour épauler Curtiss. North American se montre en fait assez réceptif à la proposition anglaise, mais soumet une idée un peu plus ambitieuse. Ils avaient déjà commencé des études pour un nouvel avion de chasse. Ce dernier serait donc forcément plus moderne que le vieux P-40, dont la conception date effectivement du début des années 30, mais utiliserait le même moteur Allison que ce dernier. Les performances seraient donc sans aucun doute meilleures, tout en conservant une motorisation connue et éprouvée. De plus, conscient du faible délai dont il disposerait pour fabriquer un tel appareil, la North American s'engage à réaliser ce nouveau chasseur sous 120 jours. Ça fait 4 mois. Bon, de toute manière, mettre en œuvre une chaîne de fabrication de P-40, dont la définition appartient à un autre, ne se ferait pas en quelques jours non plus. Les Anglais n'ont donc presque rien à perdre dans ce deal. Et la North American a évidemment tout à y gagner en se passant de Curtiss et de sa licence. Les Anglais acceptent et passent commande de 320 appareils. Et 102 jours après, en septembre 1940 donc, le nouveau chasseur de la North American, le NA-73, prend son envol. L'appareil est plutôt bien né, mais bien que très vite mis en production, quelques petits soucis de mise au point et de fabrication repoussent les premières livraisons de la version de série prévue pour janvier 1941 de plus de 6 mois. Les Anglais le renomment Mustang, a priori en rapport avec une chanson américaine qui passait à la radio à l'époque. Conçus exclusivement pour eux, ces Mustang Mark I donc, sont équipés d'un viseur et d'une radio anglaise, et sont armés de 4 mitrailleuses Browning de 7,62, 2 dans chaque aile, épaulées par 4 M2 de 12,7, une dans chaque aile également, et 2 montées sous le capot moteur, plutôt original. Dès réception, ces machines sont évidemment évaluées et comparées avec le meilleur chasseur anglais du moment, le Spitfire Mark V. Ainsi, avec son moteur Allison V1710 issu du P-40 de 1150 chevaux, le Mustang va plus vite que le Spitfire, équipé lui d'un moteur Rolls-Royce Merlin à la puissance équivalente. Il est vrai que l'aérodynamique du Mustang a été particulièrement travaillée. En témoigne l'attention portée à l'intégration de ses radiateurs d'huile et d'eau dans le carénage caractéristique sous le fuselage, ou l'utilisation d'une aile avec un profil à écoulement laminaire, qui se comporte certes mollement à basse vitesse, mais très bien à grande vitesse. Le Mustang se montre d'ailleurs particulièrement bon en piqué, et il est en plus capable de parcourir 2 fois plus de distance que le Spitfire, aux alentours de 1600 km tout de même. Mais tout n'est pas bon pour autant. Le moteur Allison V1710 du Mustang est certes équipé d'un compresseur, mais il est plutôt réglé pour la basse altitude, alors que le moteur Rolls-Royce Merlin 45 du Spitfire, lui, est réglé pour la haute altitude, avec en plus un compresseur à 2 vitesses, ce qui permet à sa puissance de ne pas s'écrouler au-dessus de 4000 mètres d'altitude, comme celle du moteur américain. Et le problème, c'est que c'est au-delà de cette altitude que les combats contre la Luftwaffe ont lieu. De plus, l'avion est malgré tout plus lourd. Pesant 3 tonnes à vide, c'est presque 1 tonne de plus qu'un Spitfire, et il apparaît tout simplement sous-motorisé. Autre aspect dérangeant qu'ont remarqué les Britanniques, et qui a son importance en temps de guerre, la silhouette du Mustang ressemble à celle du Bf-109. La Royal Air Force refuse ainsi le Mustang pour la chasse, et les affecte à la reconnaissance tactique. On peint de grandes bandes blanches sur et sous les ailes pour éviter toute confusion avec les Bf-109, et une version Mark 1A voit très vite le jour, équipée plus simplement de 4 canons Hispano de 20 mm installés dans les ailes,
plus facile à mettre en œuvre et à entretenir pour les Anglais à cette époque. Ainsi, les Mustangs opèrent en petits groupes d'appareils, envoyés au-dessus des territoires tenus par les Allemands, pour rechercher ou observer des positions ennemies, et voire même de les attaquer si les conditions sont favorables, mettant ainsi à profit les avantages du Mustang en termes de rayon d'action et de vitesse à basse altitude. C'est certes assez décevant pour la North American, mais comme convenu au départ, le Mustang fait mieux que le P40, bien à la peine face à une chasse allemande toujours plus performante. D'ailleurs, les Britanniques commandent 300 appareils supplémentaires, mais courant 1942, l'argent vient à manquer. Et ce, malgré les aides américaines de la loi Preble. North American s'inquiète ainsi de l'avenir de son chasseur, et prélève quelques Mustang 1A de sa chaîne pour les fournir à l'US Air Force, espérant déclencher une commande. Ces exemplaires sont renommés pour l'occasion P51, et la désignation Mustang des Anglais est gardée. L'évaluation du P51 par l'USAF amène aux mêmes conclusions que celle des Anglais. Il passe malgré tout une commande de 300 P51A. Le P51A est une version légèrement modifiée avec un V1710 un peu plus puissant avec 1325 chevaux, et c'est le retour des Browning M2, pour un total de 4 armes en lieu et place des canons anglais. Plus étonnant, l'US Air Force demande à la North American d'accentuer la capacité pour l'attaque au sol du Mustang, et même d'en faire un bombardier en piqué, idée à la mode à cette époque. North American s'exécute et leur fournit pas moins de 500 appareils sous la désignation A36 Apache. L'Apache bénéficie lui aussi du moteur Allison de 1325 chevaux, mais possède des pylônes d'emport pour des bombes de 500 livres, le retour également de 2 mitraillettes M2 supplémentaires montées sous le capot, et même des freins de piqué sous les ailes adaptés à sa nouvelle vocation. Tous ces appareils destinés à l'US Air Force, livrés courant 1943, se retrouveront disséminés sur tout le globe, servant en Afrique, en Italie, en Inde ou en Birmanie, et se montrent plutôt robustes dans les conditions difficiles. On peut noter également que les Anglais ont quand même récupéré quelques exemplaires de ces Mustangs avec le moteur plus puissant, renommé pour le coup Mustang Mark II, et une version dédiée à la reconnaissance intégrant des appareils photo voit le jour sous la désignation F6. North American est bien conscient du problème de motorisation dont souffre sa machine, mais n'arrive pas à intégrer la version turbo-compressée du V1710 dans la cellule du Mustang, qui pourtant fonctionne très bien dans celle du P38 de chez Lockheed, et Allison n'arrive pas à maîtriser les températures d'admission d'une version compressée à double étage. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un Mustang est évalué sur la base de Duxford par un certain Ronald Harker. Il est pilote d'essai chez Rolls-Royce et est très impressionné par certaines des caractéristiques du Mustang, et émet une hypothèse. Peut-être qu'installer un moteur Merlin série 60, celui du Spitfire Mark IX, avec le nouveau compresseur double étage et à 2 vitesses, sur le Mustang, pourrait rendre l'appareil exceptionnel. Il aurait pu jouer au loto ce jour-là aussi. D'une part, Rolls-Royce est séduit par l'idée, car vendre des moteurs aux Américains ne peut pas être une mauvaise chose, et la North American y voit une porte de sortie à ses problèmes avec les Allison. Néanmoins, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de Harker. En effet, des Merlin 45 venaient d'être montés sur les P40F en remplacement des V1710, et si le résultat de cette greffe était plutôt positif, il n'était pas transcendant non plus. En tout cas, pas de quoi remettre le P40 au premier plan. Ce résultat mitigé avait également contrarié la société Packard, le fabricant automobile. Packard avait misé sur le P40F entre autres, et investi dans une licence auprès de Rolls-Royce pour fabriquer des moteurs Merlin directement sur le sol américain, sous la désignation locale Packard V1650-1, et ses objectifs de production avaient dû être revus à la baisse. Malgré tout, une dizaine de prototypes sont réalisés sous la désignation Mustang Mark X, et sont partagés pour évaluation entre les Anglais et les Américains. Les résultats confirment l'hypothèse de Harker. Évidemment, Packard saute sur l'occasion et s'engage à fabriquer des Rolls-Royce Merlin série 60 en très grande quantité pour la North American. Les premiers Mustangs de série à moteur Merlin sortent des usines de Inglewood vers la fin de l'année 1943 sous la désignation P51B. Ils sont toujours équipés des 4 mitrailleuses M2 et profitent donc d'un Merlin 65 sous la désignation V1650-7. Ce moteur V12 cube 27 litres de cylindrée. C'est 1 litre de moins que l'ancien Allison, mais pèse 200 kg de plus. Il est toujours à carburateur et développe 1400 chevaux en régime normal et plus de 1600 en régime d'urgence pour une courte période. Des puissances qui restent donc disponibles même à haute altitude. Par rapport au Mustang Allison, on peut noter la disparition de la grosse entrée d'air des carburateurs sur le dessus du capot moteur, remplacée par une plus discrète intégrée dans le capot inférieur. Le P51B possède des radiateurs plus imposants dus à la nouvelle motorisation,
Mais l'effet Meredith dont il profite est amplifié par les nouvelles vitesses atteintes. Pour faire simple, l'air, piégé par l'écope sous le fuselage avec sa forme particulière, est d'abord ralenti et compressé avant de se réchauffer au contact des échangeurs. Puis, il est accéléré en se détendant juste après. Bien que l'effet Meredith soit utilisé par d'autres avions de l'époque pour limiter la traînée de leur système de refroidissement, ici, il génère même un peu de poussée. Le P-51B offre ainsi des performances impressionnantes. Il est plus rapide de 100 km/h que le P-51A et passe donc la barre des 700 km/h en pointe et ce à l'altitude de 8 km. L'appareil garde en plus les avantages des anciennes versions, à savoir une grande autonomie. D'ailleurs, fait nouveau, l'escorte des B-17 est enfin possible jusque sur le territoire ennemi. Et il reste une plateforme très stable, plutôt facile à piloter et à entretenir. Et si jusqu'ici l'US Air Force avait porté un intérêt très limité sur la machine de North American, concentrée effectivement sur d'autres avions et sur d'autres constructeurs, à présent elle a toute son attention, et les besoins en Mustang explosent. Pour pouvoir tenir ces nouveaux engagements, North American va en premier temps déplacer les chaînes de B-25, qui étaient situées à Englewood, vers Kansas City, et ainsi faire de la place pour de nouvelles lignes de production. Malgré tout, ces dernières se montrent encore insuffisantes, et une nouvelle usine est ouverte à Dallas. Prévue au départ pour le AT6 texan, ce seront des Mustangs qui en sortiront. En l'occurrence des P-51C. Similaires au P-51B, ils sont seulement fabriqués au Texas. Un total de 3700 P-51B et C sont produits, dont 910 seront livrés aux Anglais sous la désignation Mustang Mark III, et une poignée fut convertie pour la reconnaissance sous la désignation F6C. Avec de telles quantités d'avions envoyés au combat, les retours d'expérience furent nombreux et bien que les résultats soient particulièrement brillants, des défauts sont apparus et ont été corrigés avec la version D début 1944. Tout d'abord, la plus remarquable des modifications est l'intégration d'une verrière en forme de bulle, améliorant grandement la visibilité vers l'arrière, qui faisait particulièrement défaut sur les précédentes versions, même si les Anglais avaient expérimenté des verrières de type Malcolm avec de bons résultats. La quantité de mitrailleuses dans les ailes est passée à 6 pour plus d'efficacité au combat, et leur logement a été modifié car de nombreux cas d'armes enrayées avaient été relevés sur les versions précédentes également. Pour améliorer l'autonomie, un réservoir central plus grand a été intégré dans le fuselage. Et d'étonnants réservoirs additionnels de 400 litres, à la place des réservoirs standards, pouvaient être montés sous les ailes. De conception anglaise une fois de plus, ces derniers étaient en papier plastifié. Une fois plein, ils fuyaient au bout de 4 heures. Mais c'était tout à fait suffisant si on décollait rapidement après leur remplissage. Ils étaient peu chers à fabriquer, et une fois largués, il ne restait qu'un tas de papier mâché qui sent l'essence, et non plus du précieux aluminium qui pourrait être utilisé par l'ennemi. L'ensemble permettant des missions allant toujours plus profondément dans les territoires ennemis, que ce soit en Europe ou dans le Pacifique. Par contre, si les P-41B et C étaient réputés faciles à piloter, le P-51D pouvait se montrer plus insidieux, à cause du nouveau réservoir central. Plein, son poids impactait négativement le centrage, et il fallait se montrer doux avec la machine pendant la première heure de vol, le temps de consommer le surplus d'essence pour retrouver une machine stable. Évidemment, de nombreuses modifications, plus ou moins importantes, ont été apportées au P-51D au fur et à mesure de leur production. Les premiers P-51D5 ont laissé la place au D10, avec une dérive modifiée à l'arête plus grande, limitant un peu cette instabilité justement. Puis des D20, plus efficace en combat grâce à l'installation du viseur Sperry K14, version américaine et améliorée de celui des Spitfire. Décidément, encore une contribution britannique. Avec ce viseur, l'affichage du réticule de visée était géré en temps réel par un calculateur associé à un gyroscope, permettant des tirs bien plus précis. Il possédait même un mode air-sol. Il y a eu ensuite des D25 qui pouvaient emporter des roquettes en plus des bidons additionnels sous les ailes, et puis des D30. Ces derniers ayant un moteur V1650-7 légèrement amélioré, bien qu'ayant toujours une puissance disponible de 1400 chevaux en régime normal, elle pouvait grimper à plus de 1800 en régime d'urgence. Certains P-51D ont même été équipés d'un radar de détection AN/APS-13, reconnaissable par la présence d'une antenne en forme de serpentin de chaque côté de la dérive. Tout appareil rentrant dans son cône de couverture déclenchait l'allumage d'un voyant rouge à droite du viseur, prévenant ainsi le pilote d'une possible menace. Ce radar a d'ailleurs été installé dans une moindre mesure sur certains P-47 ou P-38, mais surtout il avait été conçu au départ pour les B-17, protégeant ainsi les équipages d'une attaque surprise ennemie de nuit ou par mauvais temps. Malheureusement, les Allemands ayant découvert l'existence d'un tel équipement, se servaient en fait des ondes générées par ce dernier pour se guider directement sur leur cible. Pas vraiment l'effet escompté.
sur V17 donc, ils finirent souvent éteints. En tout cas, toutes ces versions de P51D ont été fabriquées en très grand nombre, réparties entre les usines de Californie, on ajoutait alors la lettre NA à la désignation, et les usines du Texas qui portaient alors les lettres NT. Certains ont été livrés à la Royal Air Force sous la désignation Mustang Mark IV, et les versions de reconnaissance F6D. Autre facteur à prendre en compte, le Mustang était une affaire. Il ne coûtait que 50 000 $ à l'époque, alors que pour comparaison, un P47 se négociait autour de 83 000 $ et un Corsair, dans ses dernières versions, 92 000. L'effort industriel fourni par la North American et ses collaborateurs pour fabriquer ces Mustangs fut colossal. Plus de 10 000 exemplaires de P51D ont été fabriqués du printemps 1944 au printemps 1945, ce qui fait en moyenne un avion fabriqué toutes les heures. D'ailleurs, Hamilton, le fabricant de la grosse hélice 4 pales de 3,4 m de diamètre, ne put arriver à fournir assez d'hélices. Aeroproduct a dû en produire de son côté. Elles étaient légèrement plus petites et rendaient le Mustang un peu moins performant. Ces machines prenaient alors la désignation de P51K. Autre chiffre pour illustrer cette démesure, la production des fameux bidons en papier plastifié pouvait atteindre 24 000 unités par mois pour satisfaire les besoins opérationnels. Déjà expérimentés avec les versions précédentes, les P51D Mustang n'étaient plus peints, faisant gagner du temps de production et des coûts de fabrication. De plus, le visage de la guerre avait changé, et plus question de se cacher des Allemands ou des Japonais, il fallait au contraire les faire sortir pour pouvoir éliminer leurs forces aériennes. Évidemment, les Mustang Merlin se sont montrés remarquables en combat face à ces dernières. Je ne vais pas lister tous ces faits d'armes, ce serait bien trop long. Mais pour témoigner de leur efficacité, pas mal de pilotes sont devenus à leur bord non seulement des as, mais des as en un jour. Un certain Chuck Yeager, le 12 octobre 1944, au début de sa longue carrière, a abattu 5 Bf-109 en une seule sortie. La production du Mustang se termine avec le P51H. 550 exemplaires avaient commencé à être déployés, mais la reddition de l'Empire du Japon, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, ne lui a pas permis de participer au combat. Malgré tout, le P51H reste une machine impressionnante. Entièrement redessiné, il était aussi léger qu'un Spitfire, et son Packard Merlin V1650-9, équipé d'un système d'injection au méthanol, pouvait fournir jusqu'à 2200 chevaux en régime d'urgence, ce qui lui assurait une vitesse de pointe de 785 km/h. On peut noter la production d'après-guerre des originaux F-82 Twin Mustang. Nés de l'association de deux fuselages de P-51H dans le but de fournir à l'US Air Force un chasseur d'escorte à long rayon d'action, chacun des pilotes pouvait se relayer pour éviter la fatigue. Capables de parcourir près de 3600 km, certains ont été équipés de radars de surveillance, et pour les 270 exemplaires produits, l'arrêt de la production des Packard Merlin a imposé le retour des moteurs Allison V1710 sous les capots. Ces derniers avaient quand même été remis au goût du jour et aussi puissants que les Merlin. A priori, la fiabilité n'était pas tout à fait au rendez-vous. Mais enfin, voler sur cette machine devait être bizarre, avec cette étrange sensation d'avoir en permanence un type à côté qui vole trop près. Retirés du service dans l'US Air Force, certains Mustangs ont été vendus à des forces aériennes naissantes ou en reconstruction. Beaucoup se sont retrouvés sur le marché civil pour en faire de formidables avions de course, ou plus simplement pour faire le bonheur de pilotes privés fortunés. La société Cavalier, spécialisée dans la reconversion des Mustangs pour le marché civil et en biplace, a même essayé de relancer la production dans les années 60 et 70 avec 25 machines produites. Elle a même conçu une version d'attaque au sol qui sera finalisée par Piper avec le PA-48 Enforcer à turbopropulseur. On reconnaît tout de même le Mustang sous ses traits bodybuildés. Mais peine perdue, l'avion restera à l'état de prototype. Les derniers faits d'armes des Mustangs ou des Twin Mustangs remontent donc à la guerre de Corée, utilisés dans les seuls cas où l'autonomie des jets était encore trop faible. Néanmoins, ils y ont côtoyé à l'époque une autre drôle de machine, toujours issue des usines North American et toujours une réussite, le Sabre. Difficile d'ailleurs d'imaginer qu'il s'agit simplement du modèle suivant.